Nous avons déjà quelques nouvelles ici en Israël concernant le dimanche des Rameaux. Hier, ici à Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépulcre, le patriarche latin, l'archevêque catholique, a été empêché de célébrer la messe du dimanche des Rameaux. Que s'est-il réellement passé? Les Iraniens ont tiré des missiles sur la vieille ville de Jérusalem, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. L'église du Saint-Sépulcre, importante pour le christianisme, et le mur des Lamentations, qui est le lieu le plus sacré du judaïsme. Et les fragments ont failli atteindre l'église du Saint-Sépulcre. Alors, en conséquence, les autorités de sécurité israéliennes ont dit « D'accord, retirons les enfants. D'ailleurs, maintenant, parce qu'ils pourraient se blesser. Il n'y a pas de protection là-bas. » Et cette instruction s'appliquait à tous les lieux, juifs, musulmans et chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle un policier de service a dit « Ah, d'accord, j'applique cela aussi au patriarche. » Maintenant, voyez-vous, je pense que c'était ça. Je peux comprendre la préoccupation pour sa sécurité, et c'était la seule préoccupation. Il n'y avait ni méchanceté ni mauvaise intention, contrairement à ce que dit la presse. Mais malgré cela, j'ai donné une instruction immédiate dès que j'ai su. Non, le patriarche doit être totalement libre de venir avec son groupe et de célébrer ses offices comme il le souhaite. Il y a un risque là-bas et nous essayons de le minimiser. Donc, j'essaie de passer la période des fêtes et faire en sorte que quelques fidèles puissent prier dans ces lieux, mais en nombre limité. Des lieux juifs. Limiter aussi le nombre de personnes pour que, s'il y a une attaque, le moins de personnes possible soient blessées. Donc, en fait, c'est justement le contraire. Je veux dire, notre objectif est de protéger les chrétiens, nous voulons protéger les fidèles de toutes les confessions. Et notre politique a été absolument pro-chrétienne, tout le contraire de la calomnie qu'ils essaient de nous imposer. Regardez le Moyen-Orient et vous verrez que dans tous les pays, le nombre de chrétiens diminue, leur nombre diminue, n'est-ce pas? Eles são oprimidos. Ils sont, vous savez, dans un très mauvais état, beaucoup d'entre eux partent. Le seul endroit où la population chrétienne a augmenté et où la communauté chrétienne prospère, c'est là où un juge chrétien siège à la Cour suprême, où ils sont présents à la Knesset, dans notre Parlement, où ils sont les champions de notre industrie. Ils arrivent en tête selon les indicateurs de l'enseignement supérieur. Cela se produit grâce à la politique que je mène, à notre politique générale concernant la liberté religieuse, et aussi grâce à notre affinité avec le christianisme. Je suis surpris que le monde ne condamne pas l'Iran pour avoir attaqué les lieux saints et sacrés de l'islam, du christianisme et du judaïsme. Les médias ignorent cela. Ils n'ont pas fait ça pendant la guerre de 12 jours, pas au même degré. Ils ne l'ont pas fait pendant la guerre de 12 jours, mais le font maintenant. Et ils visent précisément les lieux sacrés dans la vieille ville, où se trouvent les principaux sites sacrés des trois religions monothéistes. Et ils agissent de cette manière, en toute impunité. Donc je pense que nous prenons des mesures de protection, mais l'absurdité, c'est qu'on nous accuse de protéger les chrétiens, cette fausseté, ce mensonge et cette diffamation. Israël n'est pas contre les chrétiens, c'est le seul au Moyen-Orient qui les défend, que ce soit au Nigeria, en Syrie ou n'importe où ailleurs. Nous les protégeons car c'est ainsi que nous traitons les êtres humains, en particulier nos amis chrétiens. Nous sommes déjà dans cette guerre depuis un peu plus d'un mois. Vous êtes le Premier ministre en temps de guerre et je pense que j'aimerais comprendre ce que vous ressentez. Qu'ont accompli jusqu'à présent Israël et les États-Unis en travaillant ensemble dans cette guerre? Et quand pensez-vous que nous pourrons voir une lumière au bout du tunnel, mission accomplie? Écoutez, si vous vous souvenez d'avant la guerre, l'Iran était le grand caïd du Moyen-Orient et du monde. C'était le principal parrain du terrorisme d'État sur plusieurs continents, y compris dans l'hémisphère occidental. D'ailleurs, avec le Venezuela et d'autres, ils ont tué et mutilé plus d'Américains que n'importe quelle autre force au cours des dernières décennies. Des milliers de morts en Afghanistan à cause des engins explosifs improvisés iraniens, ils ont bombardé des ambassades et ont tenté de tuer le président Trump à 2 reprises. Ils essaient encore de le tuer. Ah, le plus important, c'est qu'ils scandent « Mort à l'Amérique ». Ils disent aussi « mort à Israël », mais ils disent que l'Amérique est le grand Satan.
Ce sont des fanatiques religieux et ils doivent éliminer la culture occidentale dirigée par l'Amérique et Israël est considéré comme le petit Satan. Parce que nous ne faisons qu'entraver leur chemin pour conquérir le Moyen-Orient, qui est l'étape préliminaire pour atteindre l'Amérique et attaquer l'Amérique. Donc, c'est un régime qui vise l'Amérique depuis 47 ans. C'est leur raison d'être, c'est la raison de leur existence. Ils sont complètement, vous savez, des fanatiques idéologiques qui ne sont pas forcément réceptifs à, vous savez, un calcul minutieux des coûts et des avantages. Ils font des choses que d'autres pays ne font pas. Il y a des pays qui sont leurs adversaires, mais je n'entends pas la Corée du Nord crier mort à l'Amérique, je n'entends pas la Chine et je n'entends pas la Russie. Ce sont tous des pays qui vous sont adversaires, mais ils n'ont pas été pris par ce fanatisme. Mais l'Iran l'est, donc l'Iran veut développer des armes nucléaires et les moyens de les lancer contre toutes les villes américaines. Et c'est de cela qu'il s'agit, empêcher qu'ils aient ces missiles balistiques intercontinentaux avec des armes nucléaires qui pourraient menacer la vie de tous les Américains. C'est pourquoi le président Trump a décidé d'agir pour les empêcher. Et je pense que vous avez eu une sorte de revanche récemment avec l'attaque presque réussie contre Diego Garcia. 2500 miles, c'est bien ça, depuis l'Iran. Personne n'imaginait qu'il possédait un missile capable d'atteindre ou de parcourir une telle distance. Oui, c'est arrivé, ce n'était pas un missile balistique intercontinental, mais c'était assez similaire. C'est presque ça. Oui, c'est presque ça. C'est presque ça, c'est 4000 kilomètres. Et j'ai argumenté, tu sais, ça fait déjà un bon moment. Pour mes collègues européens qui ont montré une faiblesse remarquable, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart, une faiblesse remarquable. Le visage d'un régime qui dit que l'Amérique est le grand Satan, qu'Israël est le petit Satan, n'est-ce pas ? L'Europe est un Satan intermédiaire, une civilisation à écraser. Des missiles développés couvriront désormais l'Europe, avec ce missile à longue portée. À Diego Garcia, toute l'Europe est sous attaque. D'accord, la question est, l'Occident va-t-il se réveiller ? Et, comme ce n'est pas évident, Churchill a appelé cela la somnolence des démocraties. Il a dit « Les démocraties s'endorment et ne se réveillent qu'avec une alerte de danger, quelque chose qui les réveille. » Peut-être que cela ne les réveillera pas, car l'Iran cherche à se procurer des armes nucléaires et les moyens de les lancer. À Washington, New York, Los Angeles et partout ailleurs, y compris Londres, Paris et Berlin. Et personne ne s'est réveillé, et j'ai essayé de le dire. Eh bien, j'espère qu'il se réveille maintenant, mais je vais vous parler d'un homme qui était déjà éveillé et qui n'avait pas besoin d'être réveillé. C'est Donald Trump. Oui, il l'a dit il y a 40 ans, il a dit que l'Iran est le grand danger. Quand ils ont pris des otages à l'ambassade américaine, il a dit « Ce régime doit être combattu ». Il m'a parlé de la nécessité d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et il a été très clair. Il s'est retiré de l'accord désastreux avec l'Iran qui a ouvert la voie à un arsenal nucléaire. Si cet accord avait été concrétisé et qu'il n'en était pas sorti, ils auraient déjà des armes nucléaires avec l'approbation internationale. Peu avant la guerre, l'AIEA a rapporté que l'Iran était à quelques semaines d'obtenir un niveau d'enrichissement nucléaire de qualité militaire. Tout le plutonium requis pour une bombe nucléaire. Donc, il y avait une menace imminente. Et maintenant, ils disent qu'ils ont encore 60% d'enrichissement de qualité militaire. C'est certain. Oui, ils le sont. Nous nous rapprochons. Tu trouves essentiel de savoir où il est et son destin ? Installe ou organise le transport. Quel est le statut du plutonium ? Eh bien, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. En dégradant la capacité balistique de l'Iran et en détruisant les usines de ses armes, nous avons aussi détruit beaucoup de leurs centrifugeuses et la chaîne d'approvisionnement. Pour fabriquer de l'uranium enrichi, ils disposent encore d'un stock d'uranium enrichi. Et c'est le point central de l'exigence du président Trump. Il dit « Enlevez ça d'ici, vous savez ?» Ou donnez-le-moi, peut-être à l'armée israélienne, peut-être à d'autres, mais sortez ça d'Iran. Et c'est le principal point de cette négociation en ce moment. Mais il y a des rumeurs en Iran qui disent qu'ils veulent accélérer le processus. S'ils ont le plutonium pour obtenir une bombe rapidement, pensez-vous que c'est possible ? Je crois qu'ils auront des difficultés à cause de l'opération précédente. La guerre de 12 jours que nous appelons la ligne ascendante est maintenant l'effort actuel que vous appelez la fureur épique et que nous appelons le lion rugissant. À la suite de cette coopération américano-israélienne, souvenez-vous que nous avons éliminé leurs principaux scientifiques nucléaires.
Nous les avons éliminés, y compris, d'ailleurs, 12 lors de la guerre de 12 jours, et maintenant 4 de plus. Alors maintenant, les connaissances que les gens pensent avoir, ou qu'il est évident qu'ils possèdent, et ainsi de suite, ce n'est pas si simple. Ils ne l'ont pas et ont d'autres soucis, nous les avons retardés. Eh bien, je pense que l'important est de se demander, vous savez, ce qui se passe, est-ce que le monde peut simplement rester les bras croisés, comme il l'a fait jusqu'à présent, en disant « Très bien, nous avons ce régime fanatique en Iran qui assassine son propre peuple, des innocents par dizaines de milliers, qui tue et blesse brutalement tout le monde, qui tue des gens sans aucun remords. » Et en criant mort à l'Amérique, en étouffant le flux d'énergie du monde et en voulant vous détruire, vous et nous. Vous voulez simplement rester là et dire que tout va bien. Il vaut mieux ne rien faire de peur que le prix du pétrole n'augmente. Mais imaginez quand ils auront ces armes nucléaires, il suffit de regarder ce qu'ils font maintenant. Ils bombardent tous les pays à leur portée, y compris des pays européens. Chypre, c'est vrai, le Hezbollah, ils font tout cela sans armes nucléaires. Maintenant, imaginez le monde que nous aurions s'ils avaient des armes nucléaires. Et c'est ce que le président Trump, avec mon soutien et dans le cadre de notre partenariat, s'est proposé d'empêcher. Le président Trump, comme vous le savez, se concentre totalement lorsqu'il voit un problème. Il l'est vraiment et rien ne l'empêchera de résoudre ce problème. Son principal souci actuel est justement ce que vous venez de mentionner. Ce n'est pas juste. Le détroit d'Ormuz. Et il est très préoccupé par le fait de le garder ouvert. Pour l'instant, les Iraniens semblent en avoir fait un point d'étranglement. Comment pensez-vous que vous et les États-Unis pouvez ouvrir ce détroit afin que l'Iran ne puisse plus étrangler l'approvisionnement énergétique? J'ai entendu qu'environ 1000 navires attendent pour traverser la voie navigable. Comment peut-on ouvrir le passage? Je crois fermement qu'il existe des solutions militaires à cela. Les États-Unis sont en tête et je n'ai pas l'intention d'approfondir ce sujet spécifique maintenant, mais je pense que, vous savez, dans la période d'après-guerre, il y a des choses que j'entends des pays arabes et aussi des États-Unis. Et je crois que ce sont des idées intéressantes et réalisables pour détourner tous les oléoducs et gazoducs du Golfe, où les Iraniens ont un point stratégique d'étranglement géographique. Vers l'ouest, à travers l'Arabie saoudite, jusqu'à la mer Rouge, et là-haut, jusqu'aux ports de la Méditerranée, nos ports en Israël. Et donc, vous contournez simplement le goulet d'étranglement géographique. Ainsi, vous avez un problème immédiat avec l'ouverture du Golfe, mais aussi un problème à long terme. Un intérêt à long terme à exploiter la géographie. Nous serons dans une situation bien pire lorsqu'ils développeront des armes nucléaires et les autres armes qu'ils souhaitent. Car ce sera la fin des États du Golfe et de nombreux autres États. Donc, en réalité, beaucoup d'entre eux encouragent les États-Unis à accélérer leur action contre l'Iran pour les empêcher de contrôler ces points d'étranglement. Nous entendons sur Newsmax que cette accélération pourrait impliquer l'utilisation de troupes terrestres américaines sur des îles proches du détroit d'Ormuz, des zones côtières et sur l'île de Karg, qui contrôle 90% du pétrole exporté par l'Iran. Pensez-vous que le président Trump ordonnerait l'envoi de troupes dans cette région? Et selon vous, quel serait le degré de succès d'une telle action? Je lui laisse ce sujet et ne vais pas entrer dans cette discussion tactique très pertinente et importante. Nous serons dans une situation bien pire lorsqu'ils développeront des armes nucléaires et les autres armes qu'ils souhaitent. Parce que ce sera la fin des États du Golfe. Ce sera la fin de très nombreux États. Donc, en réalité, beaucoup d'entre eux encouragent les États-Unis à accélérer leur action contre l'Iran pour les empêcher de contrôler ces points d'étranglement. Merci. Nous entendons sur Newsmax qu'une partie de cette accélération serait l'utilisation de troupes terrestres américaines sur des îles proches du détroit d'Ormuz, des zones côtières et peut-être même l'île de Karg qui contrôle 90% du pétrole iranien. Pensez-vous que le président Trump ordonnerait l'envoi de troupes dans cette région et dans quelle mesure une telle action réussirait? Je vais lui laisser cette question et bien sûr, je n'ai pas l'intention de m'impliquer dans cette discussion tactique qui est importante. Mais, des gardiens de la Révolution, c'est comme retirer des usines à la SS, vous voyez, si vous voulez, d'accord, vous savez, les gens ne connaissent pas l'histoire. Mais il y avait le régime nazi, avec l'armée, la Wehrmacht et aussi les troupes d'avant-garde qui étaient les SS.
Les troupes d'assaut de ce régime sont les gardiens de la révolution, et le Basiji, c'est ce qu'ils font, ils terrorisent leur propre peuple. Donc, en frappant cette aciérie, nous touchons un élément important de l'économie de la tyrannie. Et, évidemment, cela leur nuit. D'ailleurs, il y a beaucoup de dissensions là-bas. Ils sont en train de discuter entre eux maintenant et de se critiquer mutuellement, publiquement. Tu as vu ça? C'est vraiment incroyable. J'aimerais avoir deux mesures de cette guerre, l'une en pourcentage. Si la certitude est que la guerre est terminée, nous avons arrêté le programme nucléaire et stoppé l'Iran. Où en sommes-nous sur les 100% près de la fin de la guerre? Combien de semaines penses-tu qu'il faudrait pour atteindre 100%? Je n'établis pas de calendrier pour cela. Je pense que nous avons déjà accompli beaucoup de choses, beaucoup de choses. Nous avons vraiment affaibli ce régime, nous les avons vraiment frappés durement, nous avons frappé les gardiens de la révolution, nous avons tué des milliers de ces soldats de choc, nous avons tué leur chef qui propageait cette doctrine de mort à l'Amérique. Nous avons détruit une bonne partie de leur industrie de l'armement. En fait, nous avons presque mis fin à leur industrie d'armement. Oui, toute la base industrielle, en anéantissant toutes les usines, des usines entières, C'est ça. et du programme nucléaire lui-même, donc, définitivement, on a déjà dépassé la moitié, mais je ne veux pas le planifier. Mais est-ce vraiment le problème que tu crois? Plus de la moitié des missions sont faites, mais sans précision sur le temps ou les horaires. Tu penses que ça peut devenir un problème chronique? Que nous devrons surveiller les Iraniens pour vous pendant de nombreuses années afin qu'ils ne reconstruisent pas leur infrastructure militaire? Je pense que, tu sais, c'est au peuple iranien de se lever et de renverser ce régime. Si cela n'est pas encore arrivé, cela peut arriver plus tard. Cela peut arriver après la guerre. C'est-à-dire, tu as vu les révoltes là-bas? Tu souris? Il y a un problème? Eh bien, nous voyons que les gens aimeraient les chasser. Ils se détestent. Beaucoup d'Iraniens veulent renverser ce régime. Moi. Ils crient ton nom dehors, sous les fenêtres des appartements, la nuit. Oui, vous savez, je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir, et je ne leur en veux pas. Ayant vu des mitrailleuses braquées sur des manifestants non armés qui disent qu'ils veulent la liberté, qu'ils veulent juste pouvoir vivre une vie libre. Mais finalement, je pense que ce régime va s'effondrer de l'intérieur. Mais pour l'instant, en ce moment, ce que nous faisons, c'est simplement dégrader leur capacité militaire, dégrader leur capacité en matière de missiles, dégrader leur capacité nucléaire et aussi les affaiblir de l'intérieur. Je pense que l'Iran en sort beaucoup plus affaibli et que nous en sortons beaucoup plus renforcés. Et regardez bien, si auparavant les pays arabes se taisaient face à l'Iran, maintenant il y a un grand changement qui s'opère là-bas. Car beaucoup disent déjà, ça suffit. Certains vont même jusqu'à encourager l'action américaine, affirmant catégoriquement que c'est très important pour la paix dans le monde entier. Beaucoup disent que ce serait une escalade, mais en réalité, non, absolument pas. C'est de la prévention. Parce que si l'Iran était simplement autorisé à continuer sur la voie de la construction d'armes nucléaires, à construire les missiles pour les livrer à toutes les villes américaines, vous seriez confronté non seulement à un chantage horrible sur la question de l'énergie, si vous pensez que vous avez des problèmes maintenant, attendez de voir ce qui va se passer. Et vous allez faire face à un danger vraiment existentiel pour les Américains. Qu'ils s'en rendent compte ou non, les gens ne voient pas cela. Le test du leadership, c'est d'identifier le danger à temps et d'agir contre lui. Dans les années 30, les gens ne voyaient pas le danger de l'hitlérisme. Ils pensaient « non, non, ce n'est pas notre problème » ou « c'est un problème des Juifs » ou quelque chose comme ça. Ils ne voyaient pas que l'hitlérisme voulait contrôler le monde. Certains ne le voient pas encore, mais beaucoup le voient. Monsieur le Premier ministre, Newsmax atteint environ 50 millions de personnes régulièrement à travers nos chaînes de télévision, nos réseaux sociaux et d'autres plateformes. Les sondages montrent qu'aux États-Unis, il n'y a pas de soutien majoritaire à l'engagement militaire, bien que 60% du public disent « terminer le travail ». Que diriez-vous aux Américains? Si on leur demandait quelle est la raison la plus importante pour laquelle nous devons terminer le travail et soutenir le président Trump dans cet engagement? Parce que vous ne pouvez pas permettre à un régime fanatique, composé de zélotes fanatiques qui veulent détruire l'Amérique, de réussir. Vous devez les affaiblir autant que possible pour les empêcher d'obtenir des missiles balistiques intercontinentaux. Avec des armes nucléaires, ils pourraient détruire vos villes et anéantir l'Amérique.
C'est une raison assez convaincante d'agir. Maintenant, que vous le réalisiez ou non, si vous ne travaillez qu'en vous basant sur des sondages, vous ne dirigez pas. Je ne dis pas que les politiciens doivent ignorer les sondages, tout le monde les consulte, mais si c'est votre seule base pour agir, vous êtes un suiveur, pas un leader. Il faut dire la vérité au public. Vous devez leur dire qu'il y a un grand danger pour l'avenir de l'Amérique, pour l'avenir de nos sociétés libres, à cause de ces mollahs fous qui est là. Oui, il faut les empêcher, il faut les arrêter en appliquant une pression militaire. Si vous parvenez à conclure un accord diplomatique, un accord que vous pouvez surveiller de près et vérifier, alors très bien. Je n'ai aucun problème avec cela, mais si ce n'est pas possible, alors faites tout ce qu'il faut pour garantir que l'Iran n'ait aucun moyen de le détruire. Je veux faire du chantage. Sachez que je soutiens et que nous apprécions énormément ce qu'Israël a fait, car nous croyons que vous vous battez pour la liberté de nous tous, pas seulement pour celle des Israéliens. L'Amérique sera à vos côtés et le président Trump fera certainement de même. Il a été un leader extraordinairement efficace et audacieux, courageux. Audacieux et au fond faisant ce qui est juste, non seulement pour l'Amérique, mais aussi, je pense, pour les générations futures. Il est un grand ami d'Israël, car il comprend aussi que, tandis que nous luttons pour nous défendre, nous luttons aussi contre ces barbares. Ces personnes qui tuent leur propre peuple par milliers, qui oppriment les femmes, qui oppriment les minorités, qui bombardent tout ce qui se présente, tous les pays arabes. Je veux dire, il y a un grand changement. Je vais te dire quel est ce grand changement, Chris. Je disais ça depuis des décennies, tu sais. Tout comme Donald Trump a parlé pendant des décennies du danger de l'Iran, mais personne n'a écouté et certainement personne n'a compris. Aujourd'hui, tout le monde comprend. Qu'ils agissent en conséquence est une autre question. Mais la première chose, c'est qu'ils comprennent que c'est un régime horrible qui doit être contenu et empêché de mettre en œuvre ses intentions malveillantes. Ah, et je pense que nous avons beaucoup de chance d'avoir le président à la tête de cela. Et je pense qu'Israël a beaucoup de chance d'avoir un partenariat aussi étroit avec les États-Unis. Beaucoup d'Américains comprennent qu'Israël est le gentil. Vous savez, les gentils se rassemblent avec les gentils, ils s'opposent aux méchants. Regardez qui soutient l'Iran, je ne veux même pas en parler d'ailleurs. Les Palestiniens soutiennent l'Iran et Israël est du côté des barbares. Les bons se rassemblent avec les bons, les bandits s'unissent et nous nous battons pour le juste milieu. Mais le milieu doit comprendre le milieu. Je fais référence à l'Europe, qui a montré une faiblesse remarquable. Vous savez, comme une autruche qui enfouit sa tête dans le sable, pour comprendre ce que les États-Unis, Israël et maintenant les États du Golfe sont en train de dire. C'est une bataille. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est pour les sociétés libres et progressistes, contre ces fanatiques médiévaux qui veulent nous ramener à l'âge des ténèbres. C'est contre cela que nous nous battons. Entendre des Américains dire qu'Israël est un ennemi est une erreur. Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre meilleur ami et le seul allié de combat contre des ennemis communs, prêts à défendre. Ce que nous et les Américains valorisons, croyons et faisons sans la moindre honte. Je dois dire que vous savez, oui, vous dites qu'il n'y a rien à faire contre ces théories du complot et ces folies. Oui, qui balaient les marges de la politique américaine, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. D'abord, faites ce qui est juste et ensuite expliquez comment nous faisons ici. Et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler franchement et dire la vérité. Merci de nous avoir suivis sur Newsmax aujourd'hui. Nous continuerons à couvrir l'actualité et à apporter aux Américains la vérité qu'ils doivent connaître. Merci Chris. Merci.